por estar aquí. Regresamos al seminario de maquetas físicas y digitales, conocimientos y concepciones del espacio arquitectónico. En esta segunda parte vamos a empezar con la presentación de Renaud Plettings, Nori Kamala y Fabrice Nukpaku. Merci, Renaud. Avec plaisir. Thank you, Paulo. So now, just to share my screen, share the audio, and let's go. Do you see my screen, the projection? Oui. Okay. Cette présentation a deux objets. Le premier est de présenter des données photogrammétriques d'architecture SOMBA, acquises récemment par le laboratoire Analyse Architecture. Le second est de discuter les possibles utilisations de ces données. Nous ne décrirons pas ici les aspects techniques liés aux prises de vue et à la génération de modèles 3D. Adoptant le point de vue de l'utilisateur, nous nous intéresserons plutôt aux possibilités et aux avantages qu'offrent les maquettes photogrammétriques. Dans le cadre d'un projet de recherche en cours au sein du lab, nous avons eu accès à 9 maquettes photogrammétriques de Tata Somba, habitat traditionnel de plusieurs groupes culturels qui vivent dans le nord-ouest du Bénin, et qu'on rassemble sous le terme générique de Somba. L'utilité et l'intérêt de ces maquettes nous sont apparus progressivement. A posteriori, nous avons identifié 3 usages possibles de ces données que nous qualifierons l'un après l'autre d'esthétique, de didactique et de scientifique. De manière générale, l'acquisition et l'exploitation des relevés photogrammétriques de Tata Somba s'inscrivent dans le cadre de la recherche doctorale de Fabrice Nukpaku, laquelle porte sur la composition du paysage Somba, dont le Tata est un des composants architecturaux les plus remarquables. Plus précisément, l'acquisition et l'exploitation de ces relevés photogrammétriques s'inscrivent dans le cadre d'un projet de développement adossé à la recherche, dont l'objectif principal est la promotion de l'habitat en terre crue en Atakora. Ce projet, nommé HTC Atakora, est financé par l'Agence wallonne de l'air et du climat et est réalisé en partenariat avec l'ONG Éco-Bénin, qui œuvre au Bénin en faveur d'un tourisme écologique, et Yves Baudot, géographe expert. L'Atakora est un département situé au nord-ouest du Bénin. La géographie du département de l'Atakora est marquée par la présence de la chaîne montagneuse de l'Atakora, qui sépare à l'est la plaine du Mékrou et à l'ouest la plaine de la Gourma, qui s'incline vers le lit de la rivière Pendjari. C'est au pied et sur les flancs de l'Atakora que les populations Somba vivent d'agriculture et d'élevage. Un des éléments les plus remarquables de l'architecture Somba est le Tata Somba, ou plus exactement la takienta. Construit en terre crue, en bois et en paille, le Tata Somba est constitué de plusieurs cases disposées en rond et reliées par des murs d'enceinte. Les Tata Somba les plus sophistiqués possèdent un étage. Les Tata Somba se prêtent à divers usages, domestiques, agricoles et religieux. Le projet HTC Atakora inclut plusieurs activités de recherche conduites par Yves Baudot et par 2 chercheurs de la faculté Loki, Fabrice Nukpaku et Élie Poporté. Une première activité a consisté en la réalisation d'un inventaire géolocalisé des Tata Somba présents sur une portion significative de la zone qu'occupent les populations Somba. Sur la base de photographies satellites, quelques 3546 Tata Somba ont été inventoriés. Une seconde activité a consisté en la réalisation de photographies aériennes de 10 villages et de la ville de Natitingu. Ces photographies aériennes, qui auraient dû être réalisées depuis un avion, ont finalement été prises au moyen de drones.
En cours de projet, Yves Baudot a pris l'initiative d'utiliser les drones pour réaliser les relevés photogrammétriques de 8 Tata Sumba jugés exemplaires. Nous nous sommes ainsi trouvés en possession de 8 maquettes photogrammétriques. Au départ, nous ne savions pas quoi faire de ces maquettes photogrammétriques. Nous avons découvert leur avantage progressivement et en avons tiré parti, pas à pas. Rétrospectivement, nous avons envisagé 3 manières d'utiliser ces maquettes. La première était esthétique, la deuxième didactique, la troisième enfin scientifique. Une caractéristique de ces maquettes est leur remarquable définition. Celles-ci permettent en particulier de voir les motifs géométriques que les femmes ont coutume de tracer dans l'enduit de terre qui protège les parois extérieures des tatas. Frappés par la précision de la maquette et par l'élégance de ses motifs, nous avons nourri le souhait de monter une exposition. Une de nos idées a été de déplier les façades des tatas pour donner à voir l'ensemble des motifs sur un même plan. Une deuxième caractéristique des maquettes photogrammétriques, c'est une évidence, est de conserver les propriétés spatiales des objets relevés. Nous en avons tiré parti pour faire des visites immersives des maquettes et envisageons de les rendre aisément accessibles dans un but didactique. À la fois précises et visitables, les maquettes de Tata ont finalement trouvé une utilité scientifique. Le projet HTC Atacora prévoit parmi ses activités 2 campagnes de rénovation de Tata. Construits pour bonne part en terre crue, les Tata sont en effet vulnérables aux précipitations et aux écoulements d'eau de pluie. À défaut d'un entretien régulier, ils tombent rapidement en ruine. En vue de conduire les 2 campagnes de rénovation prévues, nous avons rédigé un manuel de rénovation des Tata Sumba. Un chapitre de ce manuel décrit les pathologies constructives les plus fréquemment observables dans les tatas. Pour rédiger ce chapitre, nous nous sommes appuyés sur un examen minutieux et systématique des relevés photogrammétriques de tatas réalisés par Yves Baudot. Les relevés photogrammétriques ont l'avantage d'être précis et spatiaux. Nous en avons tiré profit de 3 manières, esthétique, didactique et finalement scientifique. D'un point de vue scientifique, le relevé photogrammétrique possède à nos yeux 2 avantages notables. Le premier est que la photogrammétrie enregistre tout ce qui est visible. Elle permet ainsi de collecter une grande quantité de données sans préjuger de leur pertinence qu'il revient à l'analyse finalement d'établir. Le deuxième avantage de la photogrammétrie est la grande maniabilité des modèles qui permet de postposer l'analyse des ouvrages pour les examiner sous toutes les coutures dans des conditions de confort optimales. Ces avantages nous sont apparus chemin faisant à l'usage, dubitatifs au départ. Nous sommes à présent convaincus de l'opportunité d'inclure la photogrammétrie parmi nos démarches d'analyse architecturale. Nous vous remercions pour votre attention. Et merci Renaud. On passe aux commentaires. Ah pardon, tu continues. Non, excusez-moi Renaud, je ne sais pas si on passe aux questions et commentaires ou vous allez continuer. Non. Ton micro, on ne t'écoute pas. OK. Voilà, c'est bon là? Oui, c'est parfait. Je me rends compte malheureusement que j'ai dû passer la mauvaise vidéo. Parce que normalement, il y avait une petite insertion où on montrait la maquette et où on tournait autour de la maquette. So it was the wrong video. We left a very important part of the video, in fact. Alors, je vais essayer de la relancer si ça ne vous déjeune pas.
Bon, on peut peut-être passer au son le temps que je recharge la vidéo. On peut laisser le temps à des questions, discussions pendant que tu charges. C'est possible de faire les deux en même temps? C'est Et de exactement regarder ce un que peu je plus tard? propose, oui. Ok. Oui, c'est ce que je propose. Eh oui. No questions? Bon, je veux bien poser une petite question Ah, à Monsieur thank you, Renaud, Frédéric. peut-être. Non, je me pose la question parce qu'on vous voit avec les habitants et tout ça. Vous avez été sur place. Et Oui. quels sont les liens ou les moyens de communication de l'outil numérique ou, je ne sais pas moi, d'exposition comment les gens habitant dans ces endroits peuvent s'approprier, pas l'outil peut-être, mais enfin, oui, l'usage, la compréhension de leur habitation par des technologies qui demandent quand même un matériel certain, quoi. Et alors, j'avais une autre petite sous-question, c'est juste pour un éclairage, les maquettes sont des maquettes imprimées en 3D ou à partir du levé photogrammétrique? Je ne sais pas très bien comment les maquettes sont produites. Bon, si je peux répondre, Renaud. Mais oui, bien sûr. Vas-y. Donc, c'était une mission. On a réalisé les prises de. Le héros. Pardon? Toi, le héros de la vidéo. Merci. Je n'avais pas vu la vidéo, hein. Donc, c'est une vidéo qu'on a. C'est une mission d'une quinzaine de jours qu'on a réalisée pour faire ces prises de vue. On a surtout travaillé sur la production des orthophotoplans qui s'était fait avec un drone, mais ça prend pas mal de temps. Et on a réalisé une dizaine de modèles sur base de Tata qu'on avait référencé. Malheureusement, ça allait très vite. On n'a pas vraiment pris de très bons contacts avec les populations locales. On était un peu envahisseurs avec notre drone. On devait avoir l'impression de donner l'impression de venir d'une autre planète. C'est dommage. Et on n'avait rien à montrer à part les images du drone qui ont amusé beaucoup la population des villages, hein. Mais c'est certain que avec un peu, si j'avais l'occasion de retourner, il faudrait pouvoir montrer les résultats et probablement passer à une impression 3D, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. Donc, tout ce que vous avez vu là, c'est des modèles virtuels. Ah, oui, mais je dois dire que la qualité des images qu'on a obtenues par drone et surtout l'évolution des techniques de production, quand je compare à ce qu'on avait fait dans la première vidéo là sur tournée, fait que le modèle est vraiment très, très réaliste. Mais on est dans une situation idéale. Je pense que ces maisons en terre, c'est probablement l'objet qui se prête le mieux à la modélisation 3D par photogrammétrie. Quand on essaie de faire des bâtiments avec des grandes surfaces vitrées, des choses comme ça, il y a énormément d'artefacts. Ces bâtiments de terre sont idéalement construits pour un bon rendu 3D. Donc, pas assez de contact avec la population. C'est dommage, je le regrette. Je voudrais bien corriger ça. Et une bonne manière, ce serait effectivement d'avoir l'occasion de fournir aux habitants du village un petit modèle 3D, etc. Moi, j'ai déjà travaillé, avant de travailler sur ces modèles 3D, j'ai beaucoup fait de photographie aérienne et d'orthophotoplans dans des régions rurales en Afrique. Et j'ai toujours essayé de fournir un grand tirage d'une photographie aérienne du village, etc. C'est toujours très apprécié et au moins, on laisse une trace de ce qu'on a fait. Pour l'impression 3D, on a fait quelques essais sur des casbahs du Maroc.
le problème est vraiment un problème d'échelle, quoi. Quand on le fait à une échelle appropriée, on voit rien du tout, hein. Il y a énormément de bruit autour des bâtiments à cause de la végétation qui un n'est pas. parasite. Oui, la végétation n'est pas très bien rendue, hein, sur des modèles. Ce n'est pas l'objectif non plus. L'objectif, c'est le rendu du bâtiment, de la casbah, quoi. Donc, tout ce qui est autour, les palmiers, les buissons, je ne vais pas dire qu'on s'en fout, mais ce n'est pas l'objectif. Et donc, le rendu est un peu étrange quand même. Il y a beaucoup de picots, etc. Donc, je n'étais pas vraiment convaincu par le résultat. J'ai fait un essai d'impression 3D couleur, qui est le plus réalistique. Et là, la qualité du matériau n'est pas très satisfaisante. Les imprimantes 3D couleur ont une texture un peu crayeuse comme ça, qui ne permet pas un très bon rendu des détails les plus fins. Donc, pour le moment, je ne suis pas vraiment satisfait. J'ai toujours un projet là sur le Maroc dans lequel j'envisagerais d'imprimer en 3D avec une imprimante classique, imprimante plastique monochrome, et puis de faire peindre les maquettes. Pour avoir un rendu très réaliste. J'ai vu des résultats dans les boutiques qui s'intéressent beaucoup aux jeux vidéo, aux jeux de rôle et des choses comme ça. Il y a des artisans qui font des modèles peints à la main remarquables. Donc, je pense que c'est vers ça que je m'orienterais pour avoir un bon rendu. C'est que les architectes... Pardon ? Il faut essayer de mettre de la terre dans la... Oui, ça serait bien. Oui, peut-être. Il y a bien des imprimantes. On imprime en 3D des maisons à l'échelle 1 sur 1, donc pourquoi pas. Là, il y a encore... C'est ce qui est passionnant avec ces recherches, c'est qu'il y a tellement de possibilités. Voilà. Merci. Si vous voulez, je suis en mesure de passer la vidéo et peut-être qu'après on peut poser Fabrice peut éventuellement répondre à la question. Oui. C'est juste un complément par rapport à ce que vient de dire Yves, qui n'a pas encore eu le temps de retourner sur le terrain, mais moi je l'ai fait. Et donc, avec les amis sur place ici, on a réussi à imprimer quand même sur papier. On a un, notamment, les tatas, que nous avions redistribués aux propriétaires de ces tatas relevés. Et avant que je ne vienne également, Yves avait imprimé le village Bonta, que j'ai remis au chef de village. Et Nati Tengu également, c'est toute la ville de Nati Tengu imprimée, c'est avec Eco-Bénin. Et donc, il y a de ces petits efforts. Ce n'est pas encore l'idéal quand même, un outil de communication de masse qui vulgarise au mieux l'activité et le truc. Mais quand même, les propriétaires de ces tatas relevés ont aujourd'hui, à ce jour, ne serait-ce une photo de leur tata en 3D. L'idéal serait évidemment ce que tu dis, l'impression 3D, mais bon, pour le moment, ils sont contents. Je vous retransmets alors la vidéo. Est-ce qu'on a assez de temps, Paolo? Ça va? Ok. Oui, ouais, ça va. I'm sorry for that. Tac. Réalisé 2 campagnes de rénovation de Tata. Construits pour bonne part en terre crue, les tatas sont en effet vulnérables aux précipitations et aux écoulements d'eau de pluie. À défaut d'un entretien régulier, ils tombent rapidement en ruine. En vue de conduire les 2 campagnes de rénovation prévues, nous avons rédigé un manuel de rénovation des Tata Somba. Un chapitre de ce manuel décrit les pathologies constructives les plus fréquemment observables dans les tatas. Pour rédiger ce chapitre, nous nous sommes appuyés sur un examen minutieux et systématique des relevés photogrammétriques de tatas réalisés par Yves Bonny. Sur cette maquette 3D de Tata, relevée dans le village de Kouaba, on peut constater plusieurs dégâts qui se retrouvent à l'identique dans la plupart des tatas relevés. Un premier dégât, très courant, est le décollement de l'enduit sous l'effet combiné de l'humidité ascensionnelle et des variations thermiques. Un deuxième dégât est l'usure prématurée de l'enduit en tête et au pied du mur sous l'action des eaux de pluie.
On constate régulièrement le même type d'usure, au droit de la gargouille, qui permet d'évacuer les eaux de pluie qui ruissellent sur la terrasse. Un troisième dégât courant est la fissure, qui apparaît à la jointure des tourelles et des murs d'enceinte à cause des cycles de retrait et de dilatation thermique. Un quatrième et dernier est l'érosion des têtes de mur, du fait de l'écoulement des eaux de pluie sur les toitures en paille, qui coiffent les turelles et les greniers placés à l'étage. Les relevés photogrammétriques ont l'avantage d'être précis. Voilà. Some other questions? I would like to ask you if you can develop, because I have found very interesting that you have already set three ways to organize why it is useful, what is for the use of modeling, no? The aesthetics, the didactics, la partie pédagogique, didactique, and the scientific one. I think that the scientific is more or less is challenging, but we can manage it more or less aisément. The didactics, I think, is really I think it's clear, and I would like you to, if you can develop this aesthetic one. Yeah. Which is well, it's really a question of yes. unfolding. It's about just to establish that it's about the a sense of language or aesthetics contemporary, what we need to make more present, more up to date, or it is just a more structural way to think about modeling and aesthetics. Yes. No, it's more the first one, the first proposition. Yeah. At the beginning, we didn't know what to do, but we were completely about the quality of the models. It was simply beautiful. So the question was to show it, just to show it. Yes, we can recall some drawings on the 20th or more ancient drawings, and we really know that most of the reason of this project is beauty more than data. There is a question from Aurélien. Combien de temps prend l'acquisition d'une seule maquette de Tata Somba et serait-il envisageable d'en acquérir une quantité significative pour les 3500 recensés, au moins une centaine, pour mener des analyses typo-morphologiques exhaustives? Le relevé d'un Tata avec la qualité de ce qu'on a fait prend environ 1 heure. Le problème, c'est d'un Tata au suivant. On s'est contenté, on a fait le plus facile. Nous, on est allé à des endroits qui étaient facilement accessibles par la route et on a fait une espèce de cluster de Tata, c'est-à-dire que dans un même village, on en a fait plusieurs. Envisager un relevé de 3600 Tata dans la zone là-bas prendrait des mois, si pas des années, avec le drone. C'est le gros problème du drone, c'est qu'il a une autonomie
en durée de vol pas terrible. Donc, ce n'est pas suffisant. Il faut changer les batteries de temps en temps. Et surtout, on ne peut pas, on doit être sur place pour faire le vol. On ne peut pas envoyer le drone à 20 km pour faire un relevé aussi détaillé, quoi. Donc, ça, c'est un peu la limitation. Maintenant, c'est tellement facile. On utilisait des petits drones tout à fait portables, très faciles à utiliser, qui peuvent être utilisés en pilotage automatique. Le coût d'un drone et de ses batteries, etc., est à peu près 2000 €. Donc, on pourrait envisager d'en avoir une dizaine qui travaillent simultanément avec des opérateurs formés en quelques jours. Donc, oui, ce serait possible de faire très rapidement. Après, 1 heure, c'est l'acquisition des données. Le traitement des données prend plusieurs jours. C'est un très gros calcul. Il y a typiquement pour un Tata, on fait à peu près 1 millier de photos. Il faut les traiter. C'est des photos ça demande beaucoup de temps, quoi. Donc, c'est possible d'en faire beaucoup plus. Est-ce que c'est rentable? Ça, c'est une autre question. Je voulais ajouter aux avantages du relevé photogrammétrique le fait qu'on peut géoréférencer précisément toutes les données. Il suffit d'avoir quelques points de coordonnées connues. Alors, ça paraît un peu gadget comme ça, le fait de géoréférencer, mais ça permet après de comparer ces données avec n'importe quelle autre donnée géoréférencée. Ça, c'est un très gros avantage et ça ouvre des possibilités pour le suivi, pour l'évolution. Ici, pour le moment, c'est un one-shot. On n'a fait qu'une prise de vue. Si on retourne dans 3 ans aux mêmes endroits, on verra comment le Tata a évolué. Et on peut voir ça avec des précisions de l'ordre du centimètre. Donc, on pourrait vraiment mesurer l'érosion des murs, les rajouts qui ont été faits, etc. Ça, c'était quelque chose de vraiment important aussi, à mon avis. Il n'empêche que le gain de temps est néanmoins considérable, parce que s'il fallait mener une campagne comme celle-là de manière traditionnelle, avec des outils de géomètre, les déplacements, ils sont toujours là. Il faut des équipes plus nombreuses. Adriana, je pense, pourrait en parler sur des campagnes de relevé typomorphologique. Ça demande une énergie considérable. Alors, quand on est dans un milieu, je dirais, universitaire, on peut intégrer ça dans des exercices menés avec des étudiants, des campagnes de relevé qui sont en même temps des moments de formation. Mais ça demande énormément de temps et bien davantage encore, me semble-t-il, de ce que vous avez fait ici, Tata. Oui, tout à fait. Moi, je suis absolument convaincu de l'utilité, hein. On a voulu à un moment, mais c'était vraiment en fin de mission et ce n'était pas prévu dans les objectifs de la mission, on aurait voulu faire également un relevé de l'intérieur d'un Tata. Mais en photogrammétrie, c'est très compliqué parce que d'une part, on a très peu de recul, les pièces sont vraiment très, très basses et aucun éclairage. Donc, on a fait quelques essais avec un appareil photo ordinaire, inexploitable. Pas assez de dynamique dans les images, pas assez de recul, etc. Moi, j'ai retravaillé un peu sur ce problème et j'ai fait des essais dans des locaux mal éclairés, mais pas au Bénin, en Belgique. J'ai photographié l'intérieur de ma cave avec un appareil photo très performant qui permet pratiquement de faire des photos correctes à la lumière d'une bougie, pratiquement. Donc, je pense que maintenant, j'aurai la possibilité de faire un relevé photogrammétrique de l'intérieur du Tata et avec une stratégie bien réfléchie, c'est-à-dire en photographiant des points qui sont visibles de l'intérieur et de l'extérieur, on devrait pouvoir reconstituer un modèle 3D complet d'un Tata, c'est-à-dire intérieur et extérieur, le tout recalé, quoi. Ça prendra un peu plus qu'1 heure, évidemment, hein, parce que l'accès dans le Tata est pas très simple. Il faut toujours penser aussi, quand on travaille au Bénin, aux conditions, à la logistique.
il faut venir avec son propre éclairage si on veut photographier à l'intérieur du Tata. Mais également avec un groupe électrogène ou un éclairage sur LED qui peut fonctionner sur batterie. Donc, il y a plein de petits détails qui peuvent compliquer les choses, quoi. C'est l'Afrique, quoi. Mais le résultat est, comme vous dites, on passe peu de temps sur place, donc on peut faire beaucoup de relevés. Après, on les traite ou on ne les traite pas en fonction des besoins. On peut aussi faire un traitement rapide des données, juste pour pouvoir compter le nombre de tourelles, le nombre de silos. Et si on veut, après, parce qu'on a trouvé que ce bâtiment-là était remarquable, si on veut aller analyser dans le détail les enduits, les décorations, les scarifications de l'enduit, etc., on peut retraiter les données pour avoir plus de détails, quoi. C'est le gros avantage de cette approche-là, je trouve. Et alors, pour la présentation des aspects didactiques, les visites virtuelles de Tata, c'est absolument fascinant, quoi. On peut survoler, on peut passer à travers les murs, c'est vraiment impressionnant, quoi. Le problème qu'on a pour ces aspects-là, pour l'aspect didactique et présentation, c'est qu'on manque un peu d'outils de présentation. Par exemple, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'uniformisation dans le type de commande de navigation dans un modèle 3D sur une tablette, par exemple. Autant l'opération de zoom dans une image 2D en utilisant 2 doigts est devenue tout à fait courante et banale. Le passage de la navigation du mode panoramique au mode zoom, au changement de hauteur, etc., les commandes varient d'un logiciel à l'autre et sont un peu déroutantes, quoi. Donc, très souvent, quand on montre un modèle comme ça à des gens qui ne sont pas habitués à l'utiliser, après 10 secondes, ils sont perdus, ils sont passés à travers le modèle, ils ne savent plus où ils se trouvent, etc. Donc, il y a encore pas mal à faire pour pouvoir avoir une présentation vraiment grand public de ces modèles. C'est un peu dommage. Merci beaucoup. Je vous en prie. À tous. Oui. Ah oui, c'est toute l'équipe s'y est mise. Oui, merci beaucoup. On se retrouve vendredi. See you Friday. Non, il y a Anna Scalette. Non, bien sûr. Je parle pour moi. Ok. Oui, bien sûr. Non, merci vraiment beaucoup. Et bon,